Bonjour, dans cette vidéo, qui est la suite du vidéo précédente concernant la détermination de la quantité de matière d'une espèce chimique, dans laquelle on a vu comment on détermine la quantité de matière d'un solide et aussi d'un liquide. Alors aujourd'hui, comment on détermine la quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse? Au collège, vous avez vu que lorsqu'on diminue le volume d'un gaz, la pression augmente et vice-versa. C'est-à-dire, lorsqu'on augmente le volume d'un gaz, la pression diminue. Alors, cette année-là, on va répondre à cette question-là. Quelle relation existe-t-il entre le volume et la pression d'un gaz? Alors, pour répondre à cette question-là, on va faire une animation. Dans cette animation-là, on va utiliser une seringue remplie d'air et reliée à un manomètre qui indique initialement la pression atmosphérique. Alors, dans notre animation, si on prend un volume de 100 ml, on remarque bien que le manomètre indique une pression à peu près 500 hectopascales. Si je diminue ce volume à la moitié, c'est-à-dire 50, je prends ici 50, donc vous voyez bien ici que la pression qui est indiquée par le manomètre est de 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a divisé le volume par 2, la pression est multipliée par 2. 500 fois 2, c'est 1000. Si je divise 100 ml par 3, ça veut dire à peu près 33. Donc, on voit bien ici qu'il me donne ici à peu près 1500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression ici multipliée par 3. Si je divise le volume par 4, il me donne 25, c'est-à-dire ici 25 millilitres. Donc 25 millilitres me donne ici à peu près ici 2000 hectopascales. Donc c'est 500 fois 4, c'est-à-dire c'est 4 fois la pression initiale. Alors qu'est-ce qu'on constate au cours de cette expérience, de cette animation? Donc première constatation, c'est lorsqu'on diminue le volume d'air qui est contenu dans la seringue, la pression de ce gaz augmente. Mais vous constatez bien que cependant, le produit de la pression par le volume à température constante reste aussi constante et on peut écrire dans ce cas PV est égal à une constante à température constante. Cette relation-là traduit une loi qui est appelée la loi de Boyle-Mariotte. Alors l'énoncé de cette loi-là, à température constante, pour une quantité de matière donnée, de gaz, le produit de la pression P par le volume V de ce gaz ne varie pas. Ça veut dire que PV est égal à une constante. Alors, la température qu'on utilise jusqu'à maintenant est la température en degrés Celsius. Mais en physique et en chimie, on utilise la température qu'on appelle la température absolue et qu'on le note grand T. Alors, qu'est-ce que la température absolue? Alors, pour cela, on va définir une échelle de température absolue. À l'aide d'une animation où j'enferme une quantité d'air dans une enceinte fermée, c'est-à-dire quantité de matière constante et volume constant, et je fais varier la température, c'est-à-dire en refroidissant l'enceinte, et on note les valeurs de la température et de la pression indiquées par un manomètre dans un tableau. Bon, comme vous observez ici, donc je fais varier la température à 25 degrés Celsius. La pression, qui sera notée par le manomètre, est 1029 hectopascales. Donc, et en même temps, je trace une courbe, c'est-à-dire dans un système de deux axes. Premier axe horizontal qui contient la température en degrés Celsius, qui est graduée de 0 à 100, ici de 0 à moins 300. Et le deuxième axe vertical, axe des Y, ici c'est la pression hectopascal de 500 à 1000. Donc ici 1029 hectopascales pour 25 degrés Celsius. Et voilà le point. Maintenant pour 100 degrés, regardez bien, 100 degrés, j'ai 1281. Donc, je mets mon enceinte dans un cuve où j'augmente la température jusqu'à l'ébullition. Maintenant, fusion.
Alors pour la fusion, je mets ici glace fondue, donc 0 degré Celsius, donc je mets la glace fondue. Donc pour 0 degré Celsius, alors vous voyez bien ici que la pression me donne 940 hectopascales. Lorsqu'on diminue la température, vous voyez bien ici que la pression diminue aussi. Mais le volume et la quantité de matière restent constantes. Donc, le troisième point, voilà, le troisième point, 0 degré, c'est-à-dire 940 hectopascales. Et enfin, moins 78 degrés Celsius. Donc, il me donne une pression de 676 hectopascales. Et voilà la courbe. Donc, si je relie les points ici, il me donne une droite qui va couper l'axe des degrés Celsius en un point qu'on va le chercher lorsqu'on trace le graphe. Alors, comme vous constatez ici, si je trace ou je relie les points qu'on a obtenus dans cette étude-là, donc j'obtiens une droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est les affines, et qui coupe l'axe degré, c'est-à-dire en degrés Celsius, ou un point de température moins 273 à peu près. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de cette petite étude-là, ou cette petite animation-là? Donc, on va essayer de faire une petite exploitation. Donc, premièrement, la courbe représentant la pression du gaz, l'air en fonction de la température en Celsius, c'est une droite passant par le point d'abscisse moins 273 degrés Celsius. Alors, pratiquement, à cette température, la pression du gaz s'annule. Mais en réalité, la pression d'un gaz ne s'annule jamais. Ça, c'est en réalité. Donc, la température d'un gaz ne peut pas se descendre de moins 273 degrés Celsius. Et c'est pour cela, ce point est appelé le zéro absolu. Donc, le zéro absolu, c'est moins 273. Si on prend pour une nouvelle courbe, l'origine de moins 273 degrés Celsius, on aura une nouvelle échelle. Cette échelle-là est appelée échelle absolue ou échelle de Kelvin, en remplaçant T degrés Celsius par grand T exprimé en Kelvin. Si on fait un retour à notre courbe, P en fonction de la température absolue, et je translate l'origine de l'axe à ce point-là. Donc j'obtiens ici une droite qui passe par l'origine. Alors, donc si je prends ici moins 273, c'est le zéro de cette nouvelle échelle. Alors, la relation entre les deux échelles, c'est-à-dire la translation que je fais, c'est que la température absolue, grand T, Kelvin, qui est en Kelvin, est égale à 273 plus degrés Celsius. C'est-à-dire cette relation-là nous aide à faire le passage de degrés Celsius en degrés Kelvin. Par exemple, si je prends par exemple T est égal à 25 degrés Celsius, alors T en degrés Kelvin sera 273 plus 25, donc est égal à 298 degrés Kelvin. Si je prends 0, c'est 273. Si je prends 20 par exemple, c'est 293. Alors, dans ces deux animations, on a vérifié deux relations très importantes pour les études des gaz qui traduisent deux lois. Loi de Boyle-Mariotte, qui est PV est égal à une constante pour une quantité de matière constante et une température constante, et la loi, ce qu'on appelle la loi de Gay-Lussac, c'est-à-dire le rapport de la pression sur la température est égal à une constante pour un volume constant et une quantité de matière aussi constante. Alors, comme vous remarquez ici, on a utilisé ici 4 variables: la pression, la température, le volume et la quantité de matière. Ces 4 variables-là, on les appelle les variables d'état d'un gaz. Alors, dans ce cas-là, on va définir ce qu'on appelle un gaz parfait. Alors, qu'est-ce qu'un gaz parfait? Un gaz parfait est un modèle qui suit absolument la loi de Boyle-Mariotte. PV est égal à une constante. Et quand est-ce qu'on considère qu'un gaz réel comme un gaz parfait? Alors, à basse pression et haute température, le comportement d'un gaz réel peut se considérer le même qu'un gaz parfait. Par exemple, en chimie, on va étudier par exemple des gaz comme le dioxygène, le diazote, le dihydrogène. Tous ces gaz-là, lorsqu'on les considère comme des gaz parfaits, si on veut calculer la quantité de matière
à partir de la pression et de la température et de volume. Donc, on le considère comme des gaz parfaits. L'expérience, ces deux animations-là qu'on a fait ici montrent que les quatre variables d'état, P, V, N et T, sont liées par une équation. Cette équation-là s'appelle l'équation d'état des gaz parfaits et qu'on l'écrit tout simplement par PV est égal à N fois R fois T. Cette relation-là, c'est une relation très importante pour vous au lycée. Vous allez utiliser cette année-là et vous allez aussi utiliser, Inch'Allah, dans l'année prochaine au baccalauréat. Alors, le problème de cette équation-là, c'est le problème des unités. Donc, il faut toujours, lorsque je voudrais employer cette relation-là, je dois exprimer tous ces variables-là dans les unités de système international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression l'exprime en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, la température en Kelvin, et R, ce qu'on appelle une constante du gaz parfait, sa valeur dans le système international est égale à 8,314 pascal mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. Comme remarque ici, attention, il y a aussi une autre R, il prend aussi une autre valeur, mais cette valeur-là ne s'exprime pas par les unités du système international. Il est exprimé en atmosphère et en litres, en mol et en Kelvin. Alors, quelle est l'utilité de l'équation d'état des gaz parfaits? Alors, l'utilité, c'est tout simplement, c'est la détermination de la quantité de matière d'un gaz en connaissant sa pression, sa température et le volume qu'il occupe. PV est égal à nRT, donc N est égal à PV sur RT. Donc, pour comprendre bien ou là pour fixer un petit peu les idées, on va faire ici une petite application. Son énoncé est la suivante. L'enveloppe d'un ballon stratosphérique contient une masse M est égale à 5,1 fois 10 puissance 2 grammes d'hélium gazeux, HE. Premièrement, calculer la quantité d'hélium contenue dans le ballon. Deuxièmement, calculer son volume à une altitude de 6 km si la température vaut moins 10 degrés Celsius et la pression 4,1 fois 10 puissance 4 pascal. Les données, la masse molaire de l'hélium 4 grammes par mol, R est égal à 8,314 dans l'unité de système international et en atmosphère est égal à 1,006 fois 10 puissance 5 pascal. Alors, pour la solution, commençons premièrement par la quantité de matière d'hélium contenue dans le ballon. Alors, on va le calculer tout simplement en appliquant la relation N de l'hélium est égale à la masse de l'hélium sur la masse molaire de l'hélium. Donc, la masse de l'hélium, d'après les données, est égale à 5,1 fois 10 puissance 2 grammes sur la masse molaire de l'hélium, c'est 4 grammes par mol. Donc, on trouve, si on fait ce calcul, on va trouver 1,3 fois 10 puissance 2 mol. Alors, pour la deuxième question, c'est qu'on applique l'équation des gaz parfaits. Donc, on va faire un calcul du volume de HE de l'hélium, c'est-à-dire à l'altitude de 6 km, c'est-à-dire à une température grand T est égale à une température grand T est égale à 273, c'est-à-dire la température en degrés Celsius, c'est moins 10 degrés. Donc 273 plus moins 10 degrés est égal à 273 moins 10 degrés est égal à 263 Kelvin. Voilà, donc c'est ça la température. Pour la pression, donc la pression, elle est donnée aussi, qui est égale à 4,1 fois 10 puissance 4 pascal. Et pour la quantité de matière, on a déjà calculé, c'est 1,3 fois 10 puissance 2 mol. Et ce qu'on cherche ici, c'est le volume. Donc, on va appliquer ici la relation ou bien l'équation d'état d'un gaz parfait en considérant que l'hélium comme gaz parfait. Donc, PV, P fois V, est égal à N fois R fois T, ce qui implique que V de l'hélium est égal à N de l'hélium fois R fois T sur P. Donc, comme une application numérique, le volume de
l'hélium est égal, N c'est 1,3 fois 10 puissance 2, que multiplié par R c'est 8,314, multiplié par T c'est 263. Le tout sur la pression, c'est 4,1 fois 10 puissance 4 pascal. Donc, le résultat ici, si je fais ce calcul-là, donc on trouve ici à peu près 6,9 mètres cubes. Et voilà l'application de cette équation d'état des gaz parfaits. C'est très simple, seulement il faut faire attention à les unités. Vous avez vu au tronc commun le volume molaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le volume molaire, que l'on note grand Vm, d'une espèce chimique? C'est le volume occupé par une mole de cette espèce. Donc, l'année dernière, il vous donne la valeur directement. Vm est égal à 22,4, j'espère, litres par mole dans les conditions normales de température et de pression. Dans cette vidéo-là, ou là, dans cette année-là, on va expliquer d'où vient comment on peut calculer cette valeur-là, Vm. Donc, pour le calcul de cette valeur-là, on utilise l'équation d'état d'un gaz, car on considère que tous les gaz étudiés, ce sont des gaz parfaits. Donc, d'après l'équation d'état du gaz parfait, le volume molaire Vm d'un gaz est égal à, en donnant à la quantité de matière N est égal à 1 mol, donc Vm est égal à RT sur P. Voilà. Qu'il est indépendant de la nature des gaz. Quel que soit le gaz, RT sur P, il ne dépend que de la température de pression. Et on va définir ici ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression, c'est NTP. Alors, qu'est-ce que c'est que les conditions normales de température et de pression? C'est que la température est de 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273 Kelvin, et la pression en atmosphère. Alors, le volume molaire dans ce cas-là est appelé le volume molaire normal, qui est égal à 22,4 litres par mol. Comme application ici, reprendre l'application 4 et calculer le volume du ballon si la température vaut 25 degrés Celsius à la pression 1 atmosphère. Comme on a dit, on vous donne 1 atmosphère est égal à 1,006 fois 10 puissance 5 pascal. Alors, on reprend notre équation, on reprend notre PV de l'hélium est égal à N aussi de l'hélium fois R fois T. Donc, le volume toujours de l'hélium est égal à N de l'hélium fois R fois T. Ici, c'est T', prime sur P'. On a changé la pression et la température. Donc, mais la quantité de matière reste le même, c'est 1,3 que multiplié par 10 puissance 2, que multiplié R, c'est 8,314, que multiplié T', alors ici T', c'est 273 plus 25, il me donne 298. Le tout sur la pression. La pression, c'est 1 atmosphère. Et 1 atmosphère, c'est 1,006 fois 10 puissance 5 pascal. Et si je fais le calcul ici, je trouve un volume V', aussi le volume V' va changer. Le volume V' de HE est égal à 3,2 mètres cubes. Voilà. Et enfin, on arrive à notre but, c'est la définition ou bien comment on calcule la quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse. Donc, d'après la définition de volume molaire Vm, la quantité de matière N d'une espèce chimique est liée à son volume V par la relation N est égale à V sur Vm. Et vous pouvez facilement démontrer ça, car Vm, on a dit que Vm c'est RT sur P, qui ne dépend que de la pression et la température. Donc, pour une pression donnée, une température donnée, on a toujours la quantité de matière est égale à V sur Vm. Voilà, on peut le calculer de cette façon-là. Alors, on énonce ici une loi, ce qui s'appelle la loi d'Avogadro-Ampère. Dans les mêmes conditions de température et de pression, tous les gaz ont le même volume molaire Vm. Et une application aussi ici, l'énoncé de cette application, soit un gaz, ou là on considère un gaz
dans les conditions normales de température et de pression, où Vm est égal à 22,4 litres par mol. Une bouteille d'eau minérale de 1,25 litres qui a été vidée de son eau contient en fait de dioxygène pur. Quelle est la quantité de matière dioxygène contenue dans cette bouteille? Donc, pour trouver la solution de cette petite application-là, on applique directement et la relation N est égale à V sur Vm. Alors, la quantité de matière d'oxygène est N de O2 est égal à V de O2 sur Vm, c'est-à-dire le volume molaire qui est égal à, alors on a V de O2 c'est 1,25 litres sur Vm c'est 22,4 litres par mol. Donc est égal à 0,056 mol. Donc voilà l'application de cette relation-là. Alors, on peut aussi utiliser dans les calculs de la quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse, on peut utiliser la densité d'un gaz par rapport à l'air, qui est égale au quotient de la masse m d'un volume V de gaz par la masse m, la masse de l'air, m de l'air, du même volume V d'air. M et m d'air étant mesurés les mêmes conditions de température et de pression. Donc la densité est donnée par la relation D est égale à m sur m de l'air, en choisissant les mêmes volumes. C'est-à-dire le volume d'air est égal au volume du gaz, ou le volume d'air, c'est le même volume que du gaz à étudier. On peut utiliser ici la densité d'un gaz par rapport à l'air pour déterminer la masse molaire de ce gaz. Donc, comment on utilise la densité pour calculer la masse molaire d'un gaz? Donc, on va procéder de la façon suivante. D'après la définition de la masse molaire, M est égal à N fois grand M. Et d'après la définition de la masse volumique et du volume molaire, donc M d'air est égal à rond de l'air fois V. Et puisque V est égal à N fois Vm, on a M de l'air est égal à rond de l'air fois N fois Vm. Donc la densité, à quoi est égale la densité? La densité est égale à, donc en haut on a M de M qui est égal à N fois grand M, et en bas on a rond de l'air fois N fois Vm. Donc on simplifie par N, il nous reste D est égal à grand M sur rond de l'air fois Vm. Donc on connaît la masse volumique de l'air, on connaît Vm pour toute valeur de la température et de la pression. On a rond de l'air fois Vm est égal à 29 grammes par mol, d'où D est égal à M sur 29. Application par exemple, calcule la densité du gaz dioxyde de carbone CO2. Donc pour calculer cette densité-là, on va appliquer directement la relation. Alors la densité de CO2, le dioxyde de carbone, est donnée par la formule D est égal à la masse molaire de CO2 sur 29. Donc la masse molaire de CO2 c'est 12 plus 32 grammes par mol sur 29. Donc il me donne ici 44 sur 29. Alors 44 sur 29, il donne à peu près 1,5. Donc ici, c'est la densité de CO2. Donc la densité de CO2, c'est pour toute valeur de pression et de température, est égale à 1,5, 100 unités. Et voilà, et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.